Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la pollution numérique. Nous accueillons Stéphane Desrousseaux, qui aura sûrement réponse à nos questions. Stéphane Desrousseaux, animateur nature, informaticien. Bonjour Stéphane. Bonjour. La pollution numérique est liée aux nouvelles technologies et peut prendre plusieurs formes. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ? Alors la pollution numérique désigne toutes les formes de pollution qui vont être engendrées par les nouvelles technologies, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, la pollution chimique, la production des déchets électroniques et ça inclut aussi l'érosion de la biodiversité. Alors le gros de cette pollution numérique a lieu au moment de la fabrication du matériel et moins quand on les utilise. Donc quand on parle de ce matériel, c'est les smartphones, les tablettes, les ordinateurs ou alors les objets connectés qui vont nécessiter de nombreux matériaux. Et pour certains des matériaux qui sont rares, l'extraction est très polluante. La pollution issue de toute activité en lien avec le numérique provient aussi d'actions comme visionner un film, faire une recherche sur Internet, sur un moteur de recherche, envoyer un email et aussi stocker ses emails dans une boîte mail souvent qui est très volumineuse ou alors utiliser un objet connecté. Ces actions demandent beaucoup d'énergie qui vont émettre des gaz à effet de serre et qui sont responsables du changement climatique dont on parle régulièrement dans les médias. Et donc je suis allé chercher des chiffres en fait pour essayer de comprendre. L'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, indique que le secteur de l'informatique consomme environ 10% de l'électricité mondiale. C'est autant en énergie que l'avion, que tout le vol aérien. Et si on fait rien d'ici 2025, le numérique va polluer autant que le trafic automobile mondial. On sait qu'utiliser Internet n'est pas bon pour l'environnement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors on estime déjà que la moitié de la population mondiale utilise Internet au quotidien. C'est pour des utilités comme envoyer des emails, envoyer des SMS, télécharger des vidéos, jouer en réseau ou faire des recherches sur Internet, alors que ce soit au travail, à la maison ou en extérieur. Maintenant, on l'utilise partout et à tout moment. Si on regarde un peu ce que ça génère, on dit qu'une requête sur un moteur de recherche, c'est la consommation d'une ampoule basse consommation allumée pendant 1 heure, pour juste une requête sur un moteur de recherche. Et un autre exemple aussi, envoyer un courrier électronique de 1 méga à une personne, ça va être l'équivalent électrique de 25 watts par heure, soit 1 heure d'utilisation aussi d'une ampoule de 25 watts. Donc si on estime qu'à chaque heure, près de 10 milliards de mails sont envoyés, ça démultiplie la consommation électrique et donc l'énergie qui est nécessaire pour faire cette électricité et toute la pollution qui est engendrée derrière. Donc oui, utiliser Internet n'est pas très bon pour l'environnement et surtout la façon dont on l'utilise. Avec les clouds et autres systèmes de stockage, aujourd'hui on dématérialise beaucoup. Pourquoi est-ce aussi un facteur de pollution ? Alors déjà, il faut comprendre ce qu'est les clouds, des grands systèmes de stockage auxquels on peut se connecter de partout et tout le temps. Donc au lieu d'être stockés sur nos disques durs, les données vont être sur un serveur distant et accessible par Internet. Donc on a déjà vu que Internet c'était source de grande pollution et maintenant on va voir aussi pourquoi y accéder et stocker ces données, c'est source de pollution. Donc le cloud permet également l'usage d'applications, de services, de logiciels et en particulier le streaming vidéo. Le cloud permet aussi d'utiliser ces ressources sans les posséder et de les partager entre plusieurs ordinateurs. Donc l'ordinateur ou plusieurs terminaux, l'ordinateur, le smartphone, la tablette et aussi avec d'autres utilisateurs. Pourtant, comme je disais, ce cloud c'est pas du tout virtuel. Pour faire fonctionner ces clouds et ces serveurs, on a besoin d'une grande infrastructure matérielle qui va aller du terminal, comme l'ordinateur ou le smartphone, jusqu'au serveur qui va être distant où la donnée sera stockée. Donc pour ça, on va s'appuyer sur des systèmes de transmission par câble, par fibre ou sans fil comme les satellites ou la téléphonie mobile et des équipements informatiques et des locaux où arrivent toutes ces liaisons et où on va concentrer tous les équipements informatiques et de stockage. Donc ces fameux data centers en fait qui vont regrouper tous les serveurs qui vont permettre de stocker les données dans le cloud ont une empreinte écologique qui est loin d'être neutre puisqu'ils consomment énormément d'énergie pour fonctionner, mais aussi pour être refroidis car ils génèrent énormément de chaleur. Et comme ce matériel est plus performant à basse température, on utilise des clims qui sont très puissantes pour les maintenir à une température stable. Certains pensent que la 5G va aggraver le problème de la pollution numérique. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Je pense aussi que la 5G risque d'aggraver la pollution numérique parce que ce qui est souvent annoncé et avancé et qui est tout à fait réel, c'est que à volume de données égal, la 5G va consommer moins d'énergie que la 4G. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt positif. Sauf que cette efficacité, elle compensera pas le volume de données transférées. Comme ça va aller plus vite et comme on va utiliser beaucoup plus des terminaux et beaucoup plus en mobilité, on va déplacer beaucoup plus de données par ce réseau-là. Voilà. D'autre part, le déploiement de la 5G va nécessiter des nouveaux équipements pour l'infrastructure du réseau et des usages particuliers, ce qui va du coup aggraver la pollution numérique. On va pas utiliser les mêmes équipements que la 4G, donc on en utilise des nouveaux. Et on a vu que le matériel était le coût principal de la pollution numérique. Le déploiement de la 5G va aussi entraîner une augmentation de l'empreinte carbone de 18 à 45%. Alors ça, c'est le Haut Conseil pour le climat qui l'estime, et il l'estime d'ici à 2030. Le risque principal, c'est l'explosion des nouveaux terminaux numériques, comme les smartphones, les casques de réalité virtuelle ou les objets connectés, qui vont permettre de pleinement utiliser la 5G. Et malheureusement, comme toute avancée technologique, les objets utilisés actuellement deviennent obsolètes et on va devoir en acheter des nouveaux. On va devoir se passer d'objets qui fonctionnent encore et qu'on pourrait encore utiliser, mais qui ne peuvent pas utiliser la 5G, donc on va en acheter des nouveaux. On va les remplacer. On sait que la surconsommation participe à la pollution numérique, mais qu'est-ce qui selon vous pousse les gens à acheter des appareils électroniques qui ne leur sont pas de première nécessité ? Alors ça, c'est pas évident. Je pense qu'il faudrait faire des études un peu sociologiques pour comprendre pourquoi les gens consomment autant. Je pense surtout que les gens veulent toujours être à la pointe de ce qu'il se fait. On aime toujours avoir le dernier matériel. Il y a aussi plusieurs raisons. Les marques vont sortir, suivant un calendrier précis et prévu, des nouveaux produits. Et nous dire qu'ils sont plus beaux, plus puissants, plus cool que ceux qu'on avait déjà. Ça nous donne envie. Et il n'est pas toujours évident de ne pas céder à ces publicités. Il y a aussi d'autres techniques, la fragilité des objets, le coût exorbitant des réparations, l'indisponibilité des pièces détachées, qui font que plutôt que de réparer, on préfère acheter un nouveau téléphone par exemple. Je pense aussi que la facilité d'achat sur Internet accentue les possibilités de pouvoir comparer et du coup d'acheter rapidement. Voilà, si on a une tablette ou un smartphone un peu ancien aussi, on ne pourra pas toujours faire fonctionner toutes les applis. Voilà, on est le côté logiciel. Donc le logiciel va évoluer et s'adapter aux derniers terminaux, ce qui va rendre obsolète le téléphone qu'on a actuellement parce qu'on ne pourra pas l'utiliser. Quand on voit notre entourage qui a le dernier téléphone à la mode, ça nous donne envie aussi quand on l'utilise et quand on voit ce qu'il peut faire d'avoir le même. Donc c'est pour ça aussi qu'on achète souvent. Et parfois aussi les marques en fait vont intégrer dans leur matériel un principe de composant qui va pas tenir longtemps et la durée, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, donc à la fois matériel ou logiciel. Est-ce qu'il est facile du coup de recycler des équipements informatiques ? Alors malheureusement, si on s'intéresse à la fin de vie de ces équipements, c'est pas très reluisant. Alors j'ai trouvé un chiffre, mais qui date un peu, c'était en 2013, on évaluait que 75% des déchets électroniques échappent aux filières légales de recyclage. Donc ça veut dire qu'il y a que 25% qui rentrent dans les filières légales et donc d'entreprises qui peuvent recycler et du coup séparer les différents matériaux pour les réutiliser. Alors malheureusement, tous ces déchets électroniques sont exportés illégalement en Chine, en Inde ou en Afrique et ils vont terminer leur vie dans des immenses décharges à ciel ouvert, donc pas du tout dans les filières de recyclage. Pour les déchets qui vont entrer dans les filières de recyclage, malheureusement, le design va souvent empêcher de récupérer les matières premières. De nombreux métaux des technologies numériques sont utilisés en petite quantité dans les appareils et sont très difficiles à recycler, donc ne sont pas recyclés. Donc l'idée, ça serait aussi que les fabricants pensent au recyclage de leurs objets dès la conception. Comment faire pour limiter sa pollution numérique ? Alors, je j'aime pas donner des leçons, mais je peux donner des conseils en fait, et des conseils que moi je m'applique. Il y a le précepte de l'économie circulaire qui est réparer, réutiliser ou recycler. Quand on peut, on répare, on réutilise, ou quand on peut pas, on recycle et du coup on en achète un autre. Pour limiter aussi sa pollution numérique,
le principe serait peut-être de ne pas céder aux publicités nouveautés et souvent se poser la question, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que c'est une envie ? Voilà, il y a des schémas de fonctionnement qui aident à la réflexion, qui partent du besoin ou de l'envie et qui à la fin disent achète ou n'achète pas. C'est assez rigolo à faire. Et je dirais aussi que l'idée que tout appareil qui fonctionne, on le garde, on évite d'en acheter un nouveau. Si l'appareil est cassé, on essaye de le réparer. Et si c'est pas possible de réparer, on essaye d'acheter d'occasion ou low-tech. Il y a beaucoup d'appareils qui sont issus de la low-tech maintenant et qui fonctionnent très bien. Il y a un site très connu aussi qui fait du reconditionnement. Donc ça permet d'acheter des appareils qui ont soit été utilisés, soit qui sont légèrement abîmés, mais qui fonctionnent très bien. Alors qu'avant ils étaient mis au rebut. Ils sont moins chers et ils sont moins polluants. Là c'était le côté matériel. Et dans l'utilisation au quotidien, on va dire que sur Internet, ce qui prend beaucoup de volume maintenant, c'est la vidéo. Et ça prend beaucoup de ressources. Donc déjà, on peut limiter la haute définition. On n'est pas obligé de regarder tout le temps dans la plus haute définition. Par exemple, si on est sur son téléphone portable, on peut regarder dans une résolution plus basse et la qualité sera suffisante. Autre chose, parfois on utilise plutôt la 4G que le Wi-Fi. Les réseaux Wi-Fi consomment 23 fois moins d'énergie que la 4G. Ça va pas changer la qualité de réception. Par contre, ça va changer énormément la quantité d'énergie consommée. Voilà. Et aussi, quand on regarde beaucoup de vidéos sur Internet, il est préférable de passer au téléchargement. Donc, de télécharger la vidéo sur son ordinateur ou sur son téléphone ou sa tablette pour la regarder plus tard que de la regarder en streaming vidéo. Ça consomme moins d'énergie aussi. Voilà. Et si on veut être un peu plus radical et aller plus loin, l'idée, c'est de refuser les objets connectés. Toujours, est-ce qu'on en a besoin ? Éteindre la box internet la nuit ou la journée quand on n'est pas là. Il faut imaginer qu'une box internet, c'est pas juste la consommation de la box qui est chez nous, mais cette box va être connectée à un serveur dont on va utiliser toute une infrastructure. Si on imagine qu'un serveur est utile pour connecter 50 000 abonnés, si ces 50 000 abonnés éteignent leur box la journée, on peut se passer d'un serveur. Donc si on démultiplie par le nombre d'usagers, on pourrait se passer de nombreux serveurs et de nombreuses infrastructures. Enfin, ce qui peut aussi être intéressant et qui peut avoir un double impact, c'est lutter contre les écrans vidéo publicitaires qui envahissent les villes. Donc non seulement si on les a pas, ces écrans, ils ont pas besoin d'être fabriqués, ils consomment pas d'énergie et ils donnent pas l'idée d'acheter des nouveaux appareils. Là, on est vraiment dans une activité qui est plus militante. Dans votre travail d'informaticien, que faites-vous pour limiter la pollution numérique ? On laisse pas d'ordinateur allumé la nuit, très peu d'appareils en veille. On limite la quantité des boîtes mail utilisées. On essaye de limiter l'espace disque utilisé. Après, sur mon travail de développeur en informatique, l'idée c'est de faire des programmes qui vont être le plus rapide possible, donc qui vont consommer le moins de ressources. Quand on va aller rechercher une donnée, on va chercher juste cette donnée-là et on n'en ramène pas une quantité qu'on ne va pas utiliser derrière. Dans mon quotidien, j'éteins ma box dans la journée. J'essaye de ne pas regarder trop de vidéos, ou en tout cas je les télécharge de façon légale. J'essaye d'appliquer en fait le principe qu'une association qui s'appelle Negawatt, qui travaille sur les énergies renouvelables, met en avant. C'est la sobriété. Donc on essaye d'être sobre, moins consommer globalement dans ses achats et de l'énergie. On essaye d'être efficace. Tout ce qu'on fait, on essaye que ça soit le plus efficace, donc moins consommateur. Et après, au final, l'énergie qu'on va produire, on va essayer d'aller chercher vers les renouvelables. Nous remercions Stéphane Desrousseaux, informaticien, animateur nature, d'avoir répondu à nos questions sur pollution numérique. Merci Stéphane. Merci à vous. C'est toujours intéressant que des jeunes s'intéressent à ces sujets-là. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontzell en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.